Aujourd'hui, une page d'histoire avec le dernier livre de Henri Amouroux, Un printemps de mort et d'espoir, novembre 1943, 6 juin 1944, aux éditions Robert Laffont. C'est le 7e tome d'une série de la grande histoire des Français sous l'occupation qui en comportera 9, un de plus que prévu. Henri Amouroux, donc vous êtes membre de l'Institut, section sciences morales et politiques depuis 1978. Vous êtes membre du jury Renaudot, vous êtes président du jury du prix Albert Londres. Historien, vous êtes également journaliste. Vous avez dirigé le quotidien bordelais Sud-Ouest, vous avez dirigé France Soir, vous avez également dirigé le journal Rhône-Alpes de Lyon. Vous êtes également chroniqueur au Figaro Magazine. Alors, Henri Amouroux, comment conciliez-vous votre rôle de journaliste engagé avec les impératifs de la rigueur historique? Très simplement, je tourne le bouton. Lorsque je m'engage politiquement, par exemple aux émissions du vendredi soir sur France Inter, alors là je suis très passionné et je prends parti. Et mes arguments sont quelquefois des arguments un petit peu sommaires, il faut dire la vérité, passionnels. Mais lorsque je parle, lorsque j'écris sur l'époque 1940-45, j'oublie absolument tout ce que je peux penser aujourd'hui. Vous pensez que ce dédoublement sur une période aussi troublée, sur une période qui a des prolongements très, très importants encore dans la vie politique française, vous pensez que ce dédoublement est possible? Oui, tout à fait, il est possible. Je ne crois pas à l'objectivité, je ne crois pas à la vérité, c'est trop relatif. Je crois à l'honnêteté, je crois au travail sérieux, je crois à l'information. Et mon métier de journaliste, que je fais depuis l'âge de 19 ans, ça fait donc pas mal d'années, mon métier de journaliste m'a appris à faire une enquête, à mener une enquête, à aller autant que possible au fond des choses, et sur une époque aussi troublée que celle-là, à comprendre et à faire comprendre que ce fut une époque complexe, à ne pas la résumer en quelques mots, en quelques formules, et surtout à ne pas accepter le manichéisme. Les bons, les mauvais, les justes, les damnés. Pourtant, vous êtes très rigoureux sur les faits, mais de toute façon, vous ne pouvez pas empêcher une certaine interprétation. Vous avez une interprétation très politique de cette période, notamment de la résistance, du maréchal Pétain. J'ai une interprétation politique, mais j'ai une autre interprétation, c'est l'évolution. 4 années, dans une époque dramatique, c'est très long. On ne s'en rend peut-être pas compte après coup, mais 4 années, c'est long. Et c'est comme un escalier que l'on a marché, que l'on a monté, que le peuple français a monté marche après marche. Et il est ridicule et grotesque de dire que les Français de 40 sont les Français de 44. Mais non, entre 40 et 44, il y a eu 10, 12 changements d'opinion, d'optique à l'intérieur des familles, à l'intérieur des groupes sociaux. Refuser cela, c'est truquer l'histoire. Et comme cela fait plus de 10 ans que je m'intéresse à cette affaire, à cette époque, je n'aurais pas perdu 10 années pour écrire des blagues et des bêtises et pour écrire des petites histoires. Alors vous avez beaucoup enquêté sur les mouvements de résistance, notamment en France voisine, en Haute-Savoie, où vous avez reconstitué notamment la tragédie du plateau des Glières. Vous déplorez la politisation des mouvements de résistance et pourtant à vous lire, on a parfois l'impression qu'il y a les communistes et les autres. Oui, cette politisation, on peut la déplorer. Je ne porte pas tellement de jugement. Elle était fatale. Elle était inscrite dans les faits. Dès l'instant où le Parti communiste bascule totalement dans la résistance, lorsque les Allemands attaquent la Russie, en juin 1941, la politisation est fatale. Car les communistes ont un objectif qu'ils ne cachent pas d'ailleurs, qui est aussi de participer ou de prendre le pouvoir. Mais quand vous dites les communistes, il y a les Brigades Rouges, il y a les Anciens d'Espagne. Je veux dire, c'est beaucoup plus complexe aussi que vous avez l'air de l'insinuer. Non, mais c'est très complexe, en effet. Il y a ce phénomène, vous venez parler de la guerre d'Espagne. Il y a un phénomène qu'on oublie généralement quand on parle de cette époque. C'est l'influence psychologique et aussi l'influence sur le terrain de la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne venait à peine de finir. Il va y avoir dans le sud-ouest, nous sommes un petit peu loin de la Suisse, mais il va y avoir dans le sud-ouest des milliers, des dizaines de milliers d'hommes qui arrivent d'Espagne, qui sont des anciens soldats de l'armée républicaine et qui joueront un rôle très important à la libération. Absolument. Outre l'influence de la guerre d'Espagne, vous avez beaucoup travaillé sur cette région autour de Genève, vu que la ligne de démarcation passait à Annemasse, et donc vu que beaucoup de mouvements de résistance étaient réfugiés dans les montagnes de Haute-Savoie. Vous avez même eu des officiers de l'armée suisse qui vous ont renseigné sur votre... En effet, lorsque j'ai eu à travailler sur un épisode particulièrement dramatique, héroïque et dramatique, c'est le drame de Glières, le 26 mars 1944, le colonel de l'armée suisse Villers, Christian Villers, a eu la gentillesse de m'aider parce qu'il avait lui-même beaucoup étudié cette question. Je crois que ces enseignements étaient faux.
Non, non, pas du tout. Ces renseignements étaient exacts. On peut discuter sur les chiffres, non, on peut discuter de tel ou tel point. Ce qui était faux, c'était les chiffres cités par la résistance française. Ça, c'était faux. Et le colonel Villers m'a aidé à rétablir la vérité. Les chiffres étaient faux. Pourquoi? Parce que c'était des chiffres de propagande. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant une guerre, la propagande est une arme. L'arme de la propagande, c'est un canon, c'est un avion, c'est pareil. C'est plus important quelquefois que des canons et des avions, la propagande, infiniment plus important. Alors, au moment de Glières, puisque nous sommes à Glières, restons-y une seconde, n'est-ce pas? On a lancé des chiffres, la radio de Londres a lancé des chiffres, a dit 12 000 Allemands attaquent et 400 Allemands ont été tués par les résistants. Les deux chiffres étaient faux. Il n'y avait pas 12 000 Allemands, et grâce au colonel Villers, j'ai eu la reconstitution de toute l'organisation des Allemands qui attaquaient, et le chiffre de 400 était très excessif. Donc vous avez reconstitué les faits, vous avez rencontré des protagonistes et vous avez recueilli des témoignages. On va bientôt juger Klaus Barbie en France, et peut-être en savoir plus sur la disparition de Jean Moulin, qui était à l'époque le grand chef du CNR, du Comité national de résistance. Alors vous-même, quel est votre avis sur ce procès? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça sera un procès faux et faussé, parce que ça sera un procès de déballage. Vous savez qu'il y a un certain nombre de faits qui sont prescrits par la loi, notamment l'arrestation de Jean Moulin. Quand lorsque vous me dites on va en savoir plus sur Jean Moulin, mais on ne devrait pas parler de Jean Moulin. En principe, l'affaire Jean Moulin n'est pas au dossier, mais on en parlera de toute façon. Et tout le monde en parlera, et la presse en parlera. Et la presse va en parler. Alors, il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire. On devrait parler uniquement des petites filles juives qui ont été déportées. Ces petites filles, ces dizaines de petites filles, on n'en parlera pas, ça va être secondaire. Tout le monde va les oublier. Et on va parler de Jean Moulin. Et ça va être un déballage dans la mesure où 40 ans sont passés. Il est très difficile de dire tel jour, il y a 40 ans, je faisais telle chose, à telle minute, à telle heure. Alors que soyons honnêtes, lequel d'entre nous peut dire hier à 1h25, à 13h25 je faisais telle chose et disais telle chose, encore lequel d'entre nous peut le dire? Sauf ceux qui sont ici à cette télévision parce qu'ils savent qu'ils faisaient sans doute la même chose. Mais il y a 40 ans, il y a 45 ans, on ne peut pas. Et le procès Barbie, à mon avis, est un procès fatalement pourri, truqué, pas truqué, mais pourri, qui va faire des affrontements. Très bien, monsieur Moux, je crois qu'on reparlera de ce procès au début 86. Oui, je crois qu'actuellement, vous vous livrez à un autre type d'histoire. Vous écrivez un livre sur monsieur Raymond Barre, je crois qu'il paraîtra avant les élections présidentielles de 1988. Vous êtes un proche de Raymond Barre. Alors, que contiendra ce livre et qu'allez-vous dire sur Raymond Barre? Écoutez, je ne sais pas encore ce que je vais dire parce que je n'ai pas écrit. Je commence à rassembler ma documentation. C'est un livre difficile à faire dans la mesure où Raymond Barre est un homme complexe. Il est beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine. C'est un homme qui a plusieurs cultures. Culture littéraire, culture musicale, culture picturale, plusieurs types de cultures chez Raymond Barre. Et je voudrais faire un livre intelligent. Je veux dire non pas un livre dont on dit Henri Amouroux est intelligent, c'est pas ça du tout ce que je veux dire. Je veux dire un livre qui permette de comprendre Raymond Barre, de mieux l'expliquer. J'éprouve en effet de la sympathie pour lui, mais il ne faut pas que la sympathie me conduise à verser dans la géographie, dans les compliments excessifs. Ça serait de la folie furieuse, et pour lui et pour moi. Il faut que je fasse un livre sérieux, renseigné, comme j'écris un livre d'histoire. Très bien, Henri Amouroux, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre livre, Un printemps de mort et d'espoir, qui sort actuellement aux éditions Robert Laffont.